toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons évoquer la situation de la présence de la mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation au Mali. Vous n'êtes pas sans savoir que le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni le 30 juin 2023 à New York à la demande de l'État du Mali qui avait souhaité à ce que la MINUSMA mette un terme à sa présence. Alors, de là, une fois que la présence a actée le 30 juin 2023, beaucoup d'interrogations demeurent sans réponse. Il y en a qui se demandent quelles pourraient être les conséquences d'un tel retrait non partagé. De même également, quels étaient les risques encourus pour Bamako une fois que la mission venait à rester. Commençons d'abord par les risques encourus par le Mali. C'est vrai qu'il ressort d'observations, même des analyses sérieuses, que lorsqu'une mission venait à se perdurer dans un pays, le risque encouru pourrait concerner une certaine délégitimation de l'État à travers la délivrance des services sociaux de base qu'assure la mission onusienne, notamment toutes ces questions d'accès à l'eau, toutes ces questions de réalisation ou de réhabilitation des infrastructures éducatives et sanitaires. Dans la durée, même déjà dans certaines localités du Mali, en proie aux attaques terroristes et aux conflits locaux, les communautés avaient eu ce sentiment d'être davantage prises en charge en termes de ce service régalien par la mission onusienne que par l'État du Mali. Donc ces risques étaient encourus par le Mali. L'autre risque encouru, si la mission venait à rester, les autorités militaires au pouvoir à la suite d'un coup d'État pensent que les différents rapports que produisaient les Nations Unies trimestriellement sur la situation sécuritaire du Mali n'aidaient pas les éléments de force de défense et de sécurité à agir en toute lucidité et en toute assurance dans le cadre de la lutte contre la nébuleuse. Le fait que certaines accusations réelles ou supposées en lien avec des violations graves des droits de l'homme, en lien avec dépilation à la limite ethnique, pour rappel, le rapport produit par les Nations Unies sur les opérations militaires menées à Moura, dans le centre du Mali, et également les différents rapports aussi produits sur l'état d'effectivité de l'accord pour la paix et la réconciliation, pour l'élite militaire au pouvoir dans le contexte malien, tout ceci lui rendrait à la limite délégitime vis-à-vis des populations et par ricochet l'empêcherait à agir de façon efficace et efficiente dans la lutte contre le terrorisme. Un autre risque encouru, lorsqu'une mission venait à se perdurer dans un pays, il n'est pas du tout étonnant que les autorités en charge de délivrer tous ces services sociaux de base se mettent dans une posture qu'on pourrait, à la limite, un peu l'étiqueter indifférente face aux souffrances des populations parce que les autorités finiront par dire que les services sociaux de base sont déjà délivrés par la mission et de là, on peut avoir ce regard condescendant vis-à-vis de sa propre population. Donc, ces risques étaient quand même encourus. Maintenant, quelles sont objectivement les conséquences, qu'elles soient à court, à moyen ou à long terme, que pourrait encourir cette fin de la mission onusienne au Mali? D'abord, rappelons-le que la mission onusienne au Mali n'était pas une mission engagée dans la lutte contre le terrorisme, même si tel était le souhait d'un nombre important de Maliens. Le mandat n'était pas octroyé à cet effet. Mais au regard d'impressionnants moyens logistiques qu'a la mission, au regard d'un nombre pléthorique d'hommes et de femmes qui travaillent au nom de la mission demeurait quand même
dissuasive tant dans des localités comme Mopti, Gao, Tombouctou, Tessit, Menaka, voire Kidal et Ber. Ne serait-ce que par la présence de ces armements lourds qu'a la mission. Et maintenant, est-ce que, avec son départ, il n'est-il pas envisageable que dans les mois qui vont suivre son départ, que justement qu'on assiste à une certaine mobilité des groupes radicaux violents aux alentours des centres urbains, comme cela a été observé également au départ de l'armée française. Ça, c'est une hypothèse qui reste soutenable. L'autre conséquence qu'on pourrait penser d'un tel départ, est-ce que tous ces jeunes en particulier qui dépendaient de la mission en termes d'employabilité, en termes de prise en charge, est-ce l'État du Mali serait aujourd'hui à mesure d'assurer ces mêmes rôles en termes d'octroi d'emploi ou en termes d'opportunités à offrir à ces jeunes gens qui vont être licenciés par le départ de l'aménagement? Ça, ce sont des questions qui restent sur toute l'œuvre. Une des conséquences également qui pourrait découler ou que pourrait découler de cette fin de la mission onusienne au Mali. L'autre élément en termes de conséquences, est-ce que les groupes radicaux violents qui sévissent au centre et au nord du Mali ne vont-ils pas défier l'armée malienne par des attaques fracassantes afin non seulement de susciter une sorte de panique chez les populations, mais dans le même temps de là à rendre les autorités incompétentes en termes de l'offre et la demande de sécurité. Une fois que cette situation est réunie, il est fort probable que des soulèvements soient également observables à partir des centres urbains, en particulier les districts du Bamako. Ça, ce sont des conséquences qui sont à en tenir compte du point de vue analytique. Mais objectivement, où en sommes-nous en termes d'hypothèses plausibles après ce départ acté de la mission du Mali? Quand on regarde le maillage sécuritaire de décembre 2021 aujourd'hui, quand on regarde le nombre d'équipements militaires obtenus par l'État du Mali, le nombre d'hommes formés et mis sur des théâtres sensibles par l'État du Mali, tout laisse entendre que certes, les conséquences évoquées restent tout à fait sérieuses, mais de là, prétendre que les régions dites nord et celles du centre du Mali pourraient basculer à nouveau entre les mains de groupes radicaux violents, une telle hypothèse reste marginale, même si elle venait à se confirmer par moment ou par endroit. Mais il est difficile aujourd'hui que les groupes radicaux violents investissent de nouveau des régions comme Tombouctou, des régions comme Gao ou même Ségou et Mopti, en termes d'une présence pérenne. Cela va être difficile au regard de la flotte aérienne qu'a l'armée malienne. Le dernier élément, beaucoup s'interrogent sur l'issue que pourrait avoir l'accord pour la paix et la réconciliation. Cet accord issu du processus d'Alger, signé entre les parties prenantes, le Mali, les ex-mouvements indépendantistes et la communauté internationale, il est un accord, faut-il le rappeler, qui peine quand même à avoir un ancrage avant même la venue des militaires au pouvoir, par le simple fait que les revendications consignées dans cet accord ont été portées par des acteurs qui sont non seulement ultra-minoritaires, mais dans le même temps, les revendications sont faites au nom d'une écrasante majorité qui est mise sur la touche par cette ultra-minorité armée dite ex-rébellion. Donc naturellement, il va de soi que cet accord, au terme du départ de l'aménagement, venait à connaître des difficultés encore plus importantes que celles qu'elle connaît déjà de sa signature à aujourd'hui. Maintenant, est-ce de là peut-on envisager de possibles affrontements entre les ex-mouvements armés indépendantistes et l'armée malienne? Une telle hypothèse est difficilement soutenable.
Lorsqu'on regarde aujourd'hui de façon dépassionnée, il y a une fissure quand même au sein de l'aristocratie kidaloise. Pour preuve, le processus référendaire a montré à suffisance que les raisons censées être sous le contrôle effectif des groupes armés ou des mouvements armés ne le sont pas totalement. De même également, certains membres de ces mouvements armés signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation se sont désolidarisés de la coordination du mouvement de l'Azawad. Et de là également, cette coordination du mouvement de l'Azawad avait lancé, il y a quelques mois de cela, des opérations d'envergure dans des localités dites Azawad, dans le nord et une partie même du centre du Mali, et lesquelles opérations n'ont jamais eu lieu pour des raisons très évidentes, parce qu'aujourd'hui, elle éprouvait des difficultés en termes de mobilisation des hommes dans la durée. De même également, elle n'a pas forcément tous ces moyens en termes d'armement pour faire face à ses ambitions et même à sa vision de sécurisation des régions du Nord. Donc ces éléments nous laissent entendre aujourd'hui qu'il n'est pas du tout envisageable dans un avenir proche d'assister à des affrontements violents entre Bamako et certains mouvements signataires de l'accord pour la paix. Mais ce qui est vraiment plausible de façon sérieuse, c'est d'assister dans les mois à venir, au terme du départ de l'aménagement, une remise en cause de l'accord par une des parties signataires. Cette hypothèse, elle est quand même plausible, parce qu'aujourd'hui, l'aménagement qui était l'un des acteurs clés de l'effectivité de l'accord pour la paix, son départ n'est pas sans incidences sur l'issue de cet accord pour la paix. Maintenant, certains membres du Conseil de sécurité avaient émis le souhait à ce qu'une instance soit mise en place qui va veiller sur l'effectivité de cet accord pour la paix. D'aucuns parlent même de la possibilité d'impliquer la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, et même au-delà l'Union africaine, afin que ces instances régionales sur régionales puissent être une sorte de garant pour l'effectivité de l'accord entre le gouvernement du Mali et les ex-rebelles. Donc ce sont ces hypothèses, entre autres, aujourd'hui qui sont sur toutes les lèvres, mais l'avenir nous dira, au bout du tunnel, quelles seraient les plus plausibles, tant dans les régions dites centre ainsi que celles du nord du Mali. Voilà, de façon un peu ramassée, quelques éléments factuels en termes d'analyse à partager avec vous au terme du Conseil de sécurité des Nations Unies qui s'est réuni le 30 juin 2023, lequel Conseil de sécurité a accepté la volonté exprimée par l'élite militaire au pouvoir de mettre un terme à la présence de l'aménagement sur le sol malien à compter du 1er juillet jusqu'au 31 décembre 2023. Alors, merci pour votre attention accrue à suivre cette information.